Agathe de la Pensée Colorée, boosteuse de confiance et de motivation. Et aujourd'hui, dans le cadre du cycle des interviews inspirantes de la Pensée Colorée, j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Perdry, qui est lama laïque dans le bouddhisme tibétain. Alors Arnaud, je vais te laisser la parole pour déjà te présenter et peut-être nous expliquer justement ce que signifie être lama laïque dans le bouddhisme tibétain. Salut Agathe, bonjour à tous. Donc, comme tu l'as dit, je suis lama laïque dans la tradition tibétaine. Donc, ça signifie qu'en fait, j'ai réalisé de longues retraites traditionnelles complètement coupées du monde dans le bouddhisme tibétain. Donc, j'ai fait une retraite où nous étions une dizaine d'hommes dirigés par un lama bhoutanais dans un petit cloître complètement coupé du monde, sans visite, sans internet, rien du tout pendant un an. Et puis, donc ça c'était en 2000-2001. Et puis en 2003, je suis rentré en retraite à nouveau, complètement coupé du monde pendant 4 ans. Et donc là, j'ai suivi un programme traditionnel du bouddhisme himalayen, d'une des écoles du bouddhisme himalayen. Et comme je ne suis pas ordonné moine, mais que j'ai une vie de laïque, désormais, eh bien, je suis donc lama du fait d'avoir fait ces longues retraites et laïque, parce que j'ai une vie laïque. Voilà. D'accord. Ok. Alors dis-moi comment on en arrive à avoir envie de faire 2 retraites aussi longues. Parce que toi, si je me souviens bien, tu es comme moi, tu es, de formation technique hein, à C'est la ça, base. j'ai travaillé dans l'industrie au service qualité, j'adorais ce métier-là. Après, je suis devenu professeur des écoles. D'accord. Et puis, pendant toutes ces périodes-là, j'ai découvert le bouddhisme tibétain et de fil en aiguille, je me suis investi vraiment dans l'étude, la réflexion et la pratique. Moi, je suis assez pragmatique et cartésien et donc j'ai aimé cette voie spirituelle parce qu'on nous explique le pourquoi du comment et les bienfaits qu'on peut en récolter. Et donc, je me suis investi intensément sur la base des bénéfices que j'ai tirés de la pratique de la méditation. Mhm. Et plus on avance, plus on a envie d'en connaître et de réaliser ce que les maîtres nous proposent de réaliser, enfin, d'accomplir. Et donc, voilà, j'ai découvert le bouddhisme en 92 et ma retraite d'un an s'est passée en 2000. Mhm. Si on m'avait dit, voilà, si on m'avait dit qu'un jour j'allais rentrer en retraite pour de si longues durées, j'aurais dit, mais ça ne va pas la tête. Ouais, c'est Voilà. ça qui est Mais quand on extraordinaire. découvre ça de l'intérieur, et moi, je suis resté toujours les pieds sur terre et c'est très pragmatique, très concret, très enraciné dans l'ici et maintenant. C'est une belle tradition. Et c'est le côté structuré, pragmatique, presque scientifique de la Mm. démarche qui m'a interpellé, qui m'a accroché. Justement, initialement, comment tu as découvert ça? En fait, je suis allé au Nouvel An tibétain avec un ami. Oui, d'ailleurs, c'est aujourd'hui, hein, 24 Et aujourd'hui, février. donc Oui, exceptionnel, c'est le rendez-vous était, c'est vrai, on n'a même pas calculé, mais c'est c'est aujourd'hui. vrai. Oui, oui. Très belle nouvelle année tibétaine. Donc hier, tout le week-end, j'étais en célébration avec l'un de mes lamas et, voilà, et une petite communauté. Et donc en 92, je suis allé au Nouvel An tibétain et j'ai été impacté par la fibre humaine des lamas bhoutanais que j'ai rencontrés sur place. Moi, je suis baptisé chrétien, donc, Mhm. mais pas d'éducation religieuse. Je n'étais pas spirituel du tout. Et j'ai rencontré des lamas qui m'ont impacté humainement. Et du coup, je me suis intéressé à la tradition intellectuellement par la suite. D'accord, ok. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu t'es plus intéressé à la méditation ou c'est venu après? Comment En fait, dès le Nouvel An tibétain, je me suis dit, allez, il faut vite retourner dans ce lieu, au moins un week-end, pour découvrir ce qu'est la méditation. Je ne Mhm. connaissais pas du tout. Et du coup, j'ai fait quelques week-ends durant cette année-là. Et puis les années suivantes, quelques retraites d'un week-end, voire d'une semaine. Et puis à un moment donné, quand on commence à connaître ce qu'il en est, eh bien, on a envie d'aller vraiment plus loin et de récolter tout ce que les maîtres de sagesse himalayens ont récolté eux-mêmes. Donc, je me suis engagé vraiment à fond. D'accord, ok. Ok. Et comment tu as fait? Tu avais tes 2 activités, l'activité professionnelle, tu étais encore professeur des écoles à ce moment-là ou tu as tout laissé tomber pour t'investir à 100%?
En fait, en 80, donc j'étais professeur des écoles en 99. Mhm. En 99-2000, j'ai pris un mi-temps. Je travaillais 2 jours, un quart par semaine. D'accord. Donc j'étais à la campagne en quasi-retraite du samedi au mercredi. Mhm. Et j'allais travailler le jeudi, le vendredi et le samedi matin, une semaine sur deux en Seine-Saint-Denis, D'accord. prof des écoles en Seine-Saint-Denis. Donc pendant une année, voilà, j'ai pratiqué intensément tout en travaillant. Et puis en 2000, je suis rentré en retraite en prenant une année de disponibilité. Je n'avais pas pour perspective de faire la plus longue retraite par la suite, celle de 4 ans, mais Ouais. comme la retraite s'est très bien passée, je me suis dit, ben, je prends encore des disponibilités. Et donc, de 2000 à 2008, j'étais en disponibilité. Et j'ai D'accord. retravaillé. Je suis retourné en Seine-Saint-Denis dans les classes à l'école primaire de 2008 à 2013. Ok. Est-ce que ça avait changé quelque chose sur ton regard, justement, que tu posais sur l'enseignement, sur les élèves? Ah, bien sûr, comme la méditation et puis de telles retraites ont vraiment des impacts très profonds. Mm. Extérieurement, je suis resté le même, j'ai le même ADN et le même tempérament, mais intérieurement, énormément de choses ont changé et ma façon d'enseigner, mon lien avec les élèves, avec les Ouais. collègues, avec les parents, tout ça, ça a radicalement changé. Et ma vue sur l'enseignement, bien sûr, a changé et je faisais méditer au moins 4 fois par jour les élèves en classe. Wow. À chaque fois qu'ils rentraient en classe, quand les premiers arrivent, ils ont le temps de méditer avant que les derniers soient rentrés. Donc, en rentrant en classe, ils restaient debout et ils avaient une petite série d'exercices à faire en autonomie. Donc, ils méditaient au moins 4 fois par jour et ils ont adoré. Génial. C'était des élèves de quelle classe? J'ai eu des élèves de la maternelle au CM2, mais je les ai surtout fait méditer mes dernières années d'enseignement. Et là, j'avais des CE2, CM1, D'accord. CM2. Ouais, génial, ouais. Ouais. Et tu voyais justement l'impact que ça avait sur les élèves? Ah oui, oui, j'avais pas mal de super excités. Et les parents m'ont remercié. Ils méditaient même chez eux. Donc au Ah, début, ça a génial. surpris les parents. Pas mal de musulmans, Oui, pas mal d'enfants musulmans, mais j'ai eu aucun problème parce que les parents étaient contents de voir leur gamin se détendre, se calmer. Et donc une belle ouverture des parents également. super. Euh, ouais. On a même Oui, fait un petit court-métrage où on les voit méditer dans la fiction, ah, ah, excellent. dans les films. Ouais. Ouais, excellent. Mais justement, enfin, c'est aussi le côté laïque de la méditation que tu as pu transposer enfin, voilà, dans la classe, même avec justement des élèves de religions différentes. Tout à fait, tout à Ouais. fait. Et c'est ce qui caractérise ma façon de transmettre, c'est-à-dire que le bouddhisme, on dit parfois, c'est une religion, une philosophie, un art de vivre. Donc c'est tout ça à Ouais, la fois, mais on peut vraiment transmettre les fondamentaux, mais ouais, même les choses très 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 avancées, sans tomber dans l'aspect idéologique ou religieux, tout à parce fait. que c'est universel. D'ailleurs, comme toutes les traditions spirituelles, moi j'adore le dialogue interreligieux. Et toutes les traditions spirituelles, le cœur des traditions dépasse la forme religieuse. Mm, tout à fait, ouais. Et encore faut-il aller dans les subtilités de notre propre tradition spirituelle pour voir que les autres parlent vraiment du même sujet. Mm, exactement, ouais. Ouais. Et quand t'as décidé, du coup, à un moment donné, de quitter l'enseignement, ça a été quoi ton moteur à ce moment-là? Quand j'étais à l'école, j'aimais enseigner. Je me disais que c'était un beau métier et qu'on peut impacter les enfants. Mm. Mais à un moment donné, je me suis dit que dans ce cadre-là, comme tout le monde, hein, je ne suis pas irremplaçable. Par contre, pour transmettre des outils de la voie tibétaine, on est tellement peu nombreux à avoir fait ces longues retraites on n'est pas indispensable, mais les gens ont vraiment besoin de davantage de lamas qui puissent leur enseigner. Il y a une Il y a un forte côté demande. rare, en fait. Ouais. Ouais. Ben, disons que il y a un besoin et moi j'adore transmettre. Donc je me suis dit, ben voilà, je vais kiffer enseigner et je vais le faire à ma façon. Donc je Mhm. suis l'un des rares lamas laïcs à vraiment enseigner sur Internet, quasiment aucun le font. Et j'adore ça et je suis surpris de voir vraiment l'efficacité de ce qu'on peut faire en ligne.
Ouais. C'est vraiment surpris. Donc, je suis un peu comme un laboratoire et il y a quelques grands maîtres tibétains qui m'accompagnent. Enfin, je suis très proche de grands maîtres tibétains et qui regardent de près ce que je fais. Et en direction des publics qui est pratiquant, mais ma ligne éditoriale, c'est vraiment de transmettre des outils à tout type de public dans des sphères assez différentes. Et je me mets à travailler depuis peu avec des coachs. Ouais. Enfin, j'accompagne des clients de coachs dans leur démarche. Tout à fait. Je crois que tu voulais en parler un peu plus tard. Justement, ouais, tout à fait. Et j'ai quand même une question là qui me vient à l'esprit. Quand tu as décidé de quitter l'enseignement pour justement, avec cette envie, ce besoin de transmettre à d'autres niveaux, est-ce que tu as eu des peurs, des blocages, parce que tu quittais quand même la sécurité, hein, dont on parle toujours de l'enseignement, pour te lancer dans une activité en plus un petit peu atypique à ton compte. Est-ce que tu as eu des peurs à des moments, des choses qui t'ont bloqué ou... En fait, j'ai toujours été porté par ce que j'ai envie d'apporter. Donc l'inspiration, la motivation, c'est une force qui place un peu en second plan les challenges plus relatifs. Ouais. Donc, du coup, en fait, j'ai commencé à lancer mon blog quand je travaillais encore à l'école. Je l'ai lancé en 2012. Petit à petit, je l'ai alimenté avec des articles, j'ai fait des webinaires, des séances en direct. Et puis, j'ai commencé à monétiser certains programmes en 2014 et j'ai lâché mon emploi en 2014. Mais parce que j'avais développé des compétences avec ces retraites, j'avais préparé le terrain, j'étais prêt, et puis j'avais un auditoire, des personnes qui voulaient me suivre. Donc les choses se sont mises en place. Donc, j'ai pas eu véritablement d'obstacle. Oui. J'ai pas eu la peur de laisser mon boulot d'enseignant parce que je suis passionné par ce que je fais et c'est cette énergie-là qui porte. Exactement. Et là, j'adore, tu parles d'énergie et c'est tout à fait ça. C'est aussi d'être aligné avec, tu l'as dit, tes envies, quelque chose de profond qui t'animait, qui te permettait d'être aligné. Et quand on est justement, comment dire, quand c'est cette énergie-là qui nous met en action, ça nous aide à oublier ce qui peut éventuellement mal se passer ou voilà, les scénarios catastrophes qui peuvent se passer. Non, on est avec le focus sur quelque chose de positif parce qu'on est dans cette énergie extrêmement positive. Alors, ça ne veut pas dire que tout se déroule comme on veut, mais en tout cas, on est porté par une énergie qui nous fait avancer. Alors, oui, j'ai eu une situation précaire pas mal de temps, mais ce n'est pas grave parce que les bénéfices sont autres. Voilà, ouais, tout à fait. Et donc, voilà, faire ce qui nous passionne et qui contribue au cheminement des autres, c'est une grosse richesse. Donc, je le paye pas sur certains autres plans. Enfin, je l'ai payé, maintenant ça va beaucoup mieux. Mais c'est des choix à faire. Mais quand on est inspiré et qu'on veut contribuer, l'énergie, elle balaie pas mal de choses. Tout à fait, ouais. Et puis, on a cette conviction d'être sur la bonne voie. Et oui, il y a toujours, comme tu le disais, des obstacles qui vont être là, mais on va avoir cette force pour les dépasser parce qu'on est animé par quelque chose de plus grand. Et quand on a une activité au service des autres, mais même pour une activité professionnelle un peu plus classique, quand on est vraiment habité par ce qu'on fait, les gens qu'on rencontre le ressentent. Tout à fait. Et c'est ça, en fait, que les personnes achètent ou veulent plus que nos compétences. Alors, on doit avoir des compétences. Bien mais sûr. La connexion avec les gens se fait surtout avec ce qu'on est, notre fibre. Donc, si on est passionné par quelque chose et qu'on se lance, il n'y a quasiment pas d'échec possible. Tout à fait. Ouais. Justement, tu sais que j'accompagne des femmes qui souvent sont à des moments de leur vie, de transition de vie, où elles se sentent perdues, où elles sont en quête de sens. Ça passe très souvent par une reconversion et par justement, je les aide à reconnecter à leurs besoins, leurs valeurs, leurs passions, tout ce qui les anime, les fait vibrer. En quoi la méditation justement peut aider dans ces cas-là?
En fait, dans ces périodes de la vie, c'est très complexe ici, là. Et dans le corps aussi, dans le cœur et dans les affects, ça peut être très complexe. Du coup, c'est tellement complexe et agité qu'on n'est pas dans les meilleures conditions pour faire les bons choix ou pour prendre le temps de le faire ou pour le faire en toute sérénité. Donc en fait, avant même de poser des options ou de rentrer dans des démarches de transformation, l'idéal, c'est de faire, d'appuyer un peu sur pause et faire un peu le ménage intérieur, de prendre le temps sans même avoir des objectifs. Juste l'objectif, ça serait, OK, je me pose, je souffle et je consacre une petite période à ça. Et après, je serai vraiment dans un autre état, dans un autre mode d'être pour me mettre en action de façon structurée, accompagnée, faire le bilan. Et donc, c'est vraiment un investissement. Et moi, mon parcours est vraiment atypique et j'ai mis le paquet avec ces années de retraite. Mais l'idée, c'est un peu la même. Hein. Mes amis m'ont dit, mais tu vas perdre des années en retraite, tu vas louper des tas de choses dans la société. Et maintenant, je suis là. Et je leur dis, OK, donc le passé n'est plus, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, je suis habité parce que j'ai récolté. Et avec ça, je bâtis et j'avance, et je suis beaucoup plus armé pour avancer qu'avant. Tout à fait. Donc, c'est le plus gros, en fait, c'est le plus gros investissement que j'ai fait dans ma vie, ces années de retraite. Et en termes de bénéfices également, c'est les plus gros bénéfices. Je ne sais pas si je pourrais en avoir des plus gros. Ouais. Alors, tout le monde n'a pas obligatoirement l'envie ou la possibilité de partir 1 an ou 4 ans en retraite. Ah oui, oui. Mais justement, comment on peut mettre ça en pratique? Moi, je vois, j'ai parfois des clientes qui me disent « Ah non, mais la méditation, j'ai essayé, c'est pas pour moi. » Et quand je pose des questions, « Ah mais ouais, mais tout de suite, elles sont passées à 45 minutes, comme ça d'emblée, de jamais méditer à 45 minutes et elles perdent le fil, elles n'y arrivent pas. » Est-ce que tu as justement des petits conseils, des petites astuces pour aider, faciliter comment dire, d'apprivoiser la méditation? Parce qu'on n'a pas été habitué dans notre culture, dans notre société à méditer. En fait, le mot méditation, il concerne des approches très, très variées. Tout à fait. Donc déjà, quand les gens nous disent j'arrive pas à méditer, c'est OK, qu'est-ce que tu essayes de faire? Et bien souvent, les personnes qui n'ont jamais médité imaginent que méditer, c'est ne pas avoir de pensée, par exemple. Exactement. Donc à partir de ce postulat de base, eh bien, on va se trouver nul, on va se décourager et on va dire c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça et j'arrête. Ouais. Mais c'est pas ça du tout la méditation. On peut d'ailleurs méditer sur les pensées. Exactement. Donc il y a plein d'approches possibles. Tout dépend aussi de nos objectifs. Donc il y a des voies différentes. Ça dépend de ce qu'on a envie de récolter en méditant. Mais il faut être guidé, accompagné. On peut découvrir ça avec des livres, avec des audios, mais il faut quand même creuser le sujet et être guidé. Sinon, on se perd, on se décourage. Dès qu'il y a le moindre petit obstacle, on abandonne. On trouve qu'on est nul alors que c'est vraiment normal sur le chemin. Donc, il faut… dans la tradition tibétaine, on dit il faut étudier, réfléchir et méditer. Donc, il faut des bases, voilà, il faut lire, il faut se renseigner, il faut dialoguer, il faut débattre avec la personne qui nous accompagne, il faut réfléchir ces sujets-là, mais pas qu'une fois, on ne les lit pas qu'une fois à la va-vite. Et puis surtout, méditer et appliquer les instructions qu'on reçoit, et avec patience, parce que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on va avoir des résultats. On connaît tous l'expression « le naturel revient au galop ». Voilà, donc on peut se faire une bonne séance de méditation, on est bien content d'avoir médité, tout s'est bien passé, et puis 1 heure après, crac, on rencontre quelque chose ou quelqu'un qui nous sort de notre état de… Voilà. Donc il y a beaucoup de pratiquants, par exemple, qui sont bouddhistes depuis longtemps, mais ils ne sont pas Bouddha pour autant. Donc ils sont en chemin. Et donc ils avancent, ils progressent, mais ils ont encore des émotions, et c'est normal. Bien sûr. Et souvent, leur entourage leur dit ah, mais tu es bouddhiste, tu ne devrais pas t'énerver. Ouais. Donc, il ne faut pas confondre être en chemin et être pratiquant, bouddhiste ou pas d'ailleurs, être méditant et être parfait. Tout à fait. Parfait, ça viendra bien plus tard. Puis n'oublions pas que les émotions, elles sont aussi là pour… Alors, bien sûr, il ne faut pas que ce soit explosif, mais une émotion, elle est là pour nous envoyer un message et la méditation va permettre aussi de mieux comprendre ces messages
et justement d'éviter la surréaction par rapport à l'émotion. En fait, vis-à-vis des émotions, sur la voie tibétaine, on a plusieurs façons de gérer la chose. D'accord. Il y a des outils qui vont nous aider à les pacifier, Oui. ou il y a des outils ou des approches qui vont nous aider à éviter les situations qui vont générer les émotions. Tout à fait. Donc, Ouais. on va les éviter. Donc, c'est une façon de ne pas en avoir, ok? Mhm. Mais il y en a d'autres. Une fois qu'elles sont là, on va pouvoir les pacifier. Puis il y a d'autres approches où l'attitude, ça ne va pas être de vouloir pacifier les émotions, mais ça va être de déconnecter cette part de nous qui, dans l'émotion, crispe les choses. Ouais. D'accord. Ouais. Voilà. Et du coup, en fait, quand on a une émotion, notre énergie monte, quelle que soit l'émotion, hein, l'orgueil, de la colère, du Mhm. désir, ou peu importe, mais notre niveau énergétique monte. Et avec cette voie qui permet de déconnecter ce qui se crispe dans l'émotion, on ne va pas apaiser l'émotion. Donc, le niveau énergétique va monter, on le laisse élever, mais quand on déconnecte ce qui se cristallise, l'ego, quand on le déconnecte, le Ouais. niveau énergétique il reste très élevé, mais ce niveau d'énergie élevé, il devient joie, félicité, amour, compassion, et il devient exploitable. Déjà, c'est source de bien-être, Ouais. et ça devient comme réutilisable au service de la situation ou des autres. Ouais, Donc, il y a ouais. plein de façons d'aborder. Là, ce que je viens d'évoquer, c'est la façon de. En fait, pour traiter les émotions, si on veut couper les émotions, ne pas en avoir, c'est Ouais. comme un bûcheron qui voudrait couper un arbre. Maintenant, la personne qui va vouloir accueillir ses émotions et en faire quelque chose de positif, c'est comme un pharmacien qui, au lieu de couper l'arbre, va prendre les fruits empoisonnés et va en faire un vaccin, D'accord. un médicament. Hmm. Et puis le paon, lui, l'oiseau, plus il mange des fruits empoisonnés, plus ses plumes sont belles. Ah, ça, j'ignorais, Donc, tu vois. ouais, c'est ce qu'on dit. Hein. Ouais. D'accord. Donc, les approches méditatives des tantras, ça va aider l'individu au cœur de son chaos, au cœur de ses blocages, au cœur de ses émotions, au cœur de ses doutes. Euh, il va accueillir cette énergie, libérer ou débloquer ce qui se cristallise, c'est-à-dire l'ego. Ouais. Et du coup, c'est l'énergie, le niveau d'énergie est élevé et ça devient quelque chose de positif. Et donc, c'est ça. Le pan se nourrit du négatif pour en faire quelque chose de magique et positif. Et de Donc, rayonner de fabuleuses couleurs. voilà. Donc, à la limite, plus les gens ont des émotions, Mm. eh bien, on peut les accompagner sur cette voie-là, où c'est le carburant de leurs émotions qui va être utilisé sur le chemin. Ah, j'adore cette image, ouais, le carburant. Et parce que moi, ben, les femmes que j'accompagne, elles sont très, très souvent, ben, voilà, les émotions, c'est le doute, la peur, et qui vont en fait être, alors là, on est dans des énergies plutôt négatives à ce moment-là et qui les bloquent totalement. Et voilà, c'est de les accompagner justement, à, comme tu le dis, à pacifier ces émotions et puis à tirer enfin, voilà, l'énergie positive pour justement que ce soit moteur et continuer à avancer plutôt que d'être complètement bloqué par ces émotions-là. Parce que pour qu'il y ait une émotion forte, une énergie forte comme ça, il y a une présence, il y a quelqu'un qui a de l'énergie, qui est forte. Tout à fait, Donc elle est exactement. là, cette énergie. Il faut juste la switcher, la retourner Ouais. et elle devient automatiquement positive. Exactement, ouais. Et on le voit parce que Mais, la peur, ouais, on a plus de mal à l'avoir, cette énergie, parce qu'on a tendance à être un peu figé. Mais on le voit par exemple avec la colère. Quelqu'un qui est en colère, on voit l'énergie le rouge qui déborde. Donc je trouve que c'est, voilà, et de se dire, bah, cette énergie, il n'est pas possible justement de la transmuter en quelque chose de positif. ouais. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais tout à l'heure. Parce que moi, souvent, les femmes que j'accompagne qui sont en quête de sens, elles ont tendance à, tu sais, trop vouloir réfléchir avec leur mental et pas être assez connectées avec leur cœur, avec leur corps. Ce que je dis toujours, le corps, il va nous envoyer des messages, des signaux. Donc, c'est important de l'écouter. Et puis, le cœur, finalement, notre cœur, c'est comme, alors après, on croit ou pas à l'âme, mais enfin voilà, notre âme, notre cœur, ils savent ce qui est bon pour nous. Et c'est là aussi que ça va être important d'aller chercher les informations pour trouver notre mission de vie, notre chemin de vie.
Et ça, souvent, les femmes que j'accompagne, elles ne savent pas faire. Elles sont vraiment complètement, tu sais, déconnectées au niveau du cou. Justement, est-ce que tu peux nous dire en quoi la méditation, dans ces cas-là, est super utile? En fait, il y a un travail qui est généralement assez long, qui peut être exigeant, parce que quand on se met à méditer, on a envie de méditer dans le calme et d'obtenir du bien-être, mais quand on commence à se poser, eh bien, il y a justement ce discours-là qui prend de la place. Et puis le calme va faire s'élever de l'inconscient, ben voilà, des peurs, des angoisses. Donc du coup, ça peut être plus compliqué de méditer que d'aller au resto, hein, Ouais. mais la méditation permet, en fait, on parle d'autolibération, c'est-à-dire tout ce qui va s'élever de l'inconscient et désagréable, quand c'est vécu sous certaines formes de méditation, c'est comme des petites bulles qui s'évaporent et qui ne reviendront plus. Donc sur le long terme, toutes ces tendances-là vont s'amenuiser et donc on appelle ça une voie de purification. Mais il faut prendre, ça demande de l'énergie et de l'assiduité pour accepter que la méditation, ça ne soit pas toujours facile, mais les bénéfices sont vraiment énormes. Et là, quand on a avancé, à un moment donné, on va constater qu'on a une partie de nous qui est hyper dans la tête, hyper complexe, et c'est blablabla, compliqué, plein d'émotions, et dans le même temps, on a quelque chose qui est beaucoup plus vaste. Mais c'est vraiment, c'est concret, hein, c'est très concret. Et généralement, on a le nez dans le guidon, on a un regard très étriqué autour de soi, et on oublie qu'on peut être aussi très vaste et ouvert, sans peur et dans la douceur. Et ça se cultive avec des exercices sur la respiration. Et à partir du moment où on a une bonne assise dans l'ouverture, on va pouvoir laisser monter nos émotions et les vivre différemment parce qu'on aura une belle assise en l'ouverture qui nous donne beaucoup d'énergie, de force et de souplesse pour accepter nos faiblesses, nos schémas limitants, nos émotions, etc., nos doutes. Mais on va avoir cultivé cette vaillance et cette douceur qui nous donne une belle assise et beaucoup de force. Super. Qu'est-ce que tu dirais à une femme, justement, alors, ou à un homme, hein, bien entendu, moi je parle toujours au féminin puisque j'accompagne des femmes, mais ça peut être de manière plus globale, justement quelqu'un qui cherche sa voie, qui se sent perdu, est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Ouais. En fait, quand on aborde ce sujet-là, bien souvent, on constate que les personnes veulent trouver des réponses, faire des choix, trouver des directions, trouver un nouveau job, trouver ce qu'on aime, donc trouver quelque chose. Mais ça, c'est du domaine de l'intellect. Alors qu'en fait, si on réfléchit un peu à la chose, ce qu'on cherche, c'est à être en paix et heureux. Et ça, c'est un état. Ouais. Donc, souvent, j'ai l'impression qu'on veut précipiter les choses pour trouver des choses qui relèvent des concepts au lieu d'atteindre un état. Ouais. Donc, il faut peut-être apprendre à miser sur certaines voies ou il faut trouver des brèches ou créer des brèches pour prendre conscience que non, finalement, ce que je cherche, c'est ce moment où, par exemple, quand je rentre d'une belle journée de balade ou d'une journée de boulot fatigante, ou peu importe, mais que je me mets dans le canapé et que je me sens fatigué, mais bien, ben cet état-là, c'est ça qu'on recherche. Avant de faire des choix dans la vie, en fait. Les choix dans la vie sont importants, peuvent contribuer à ça, mais il faut vraiment garder en tête que ce qu'on recherche, c'est un état de bien-être. Et à la limite, quand l'état de bien-être, on l'a, on peut faire n'importe quoi, y compris dans des environnements qui ne nous plaisent pas. Il y a un dicton tibétain qui dit « Le Bouddha plonge en enfer comme un cygne dans l'eau glacée ». Le cygne, il n'a pas froid du tout. Donc, quand on a cultivé notre intériorité, même un entourage, un mari ou des enfants casse-pieds ou des collègues casse-pieds,
ça devient pas secondaire, mais ça devient beaucoup plus facile à gérer et à vivre. Ouais. Donc, pour revenir à ta question, j'ai l'impression que souvent les gens cherchent des réponses au lieu de chercher un état. Ouais. Ouais, ouais. Et on est beaucoup, tu sais, c'est toujours le avoir, faire et être, où ce qui est important, ben, ça va être d'être, mais on est dans une société de consommation où avoir est important et puis être à fond dans l'action, dans le faire, avant de se dire, mais en fait, finalement, qui je suis, à quoi j'aspire, qu'est-ce que j'ai envie d'être. Et justement, cet état de bien-être, on a bien le verbe être dedans. Et ça, on s'en est bien déconnecté dans notre société. Il y a une histoire traditionnelle qui parle d'une tortue. Oui, C'est une tortue qui se trouve dans une bassine en cuivre et depuis 1 million d'années, elle s'essouffle à vouloir sortir de la bassine pour aller chercher le bonheur à l'extérieur et la ouais. pauvre tortue galère quoi. Et un jour, on ne sait pas pourquoi, elle s'arrête et elle se retrouve au fond de la bassine. Et là, elle se dit, waouh, Et c'était là depuis des millions d'années. voilà, voilà, c'est ça. Mm. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, Justement, oui, pardon. c'est pour ça que investir du temps euh, pour méditer, pour appuyer sur pause, Ouais. je pense, le catalyseur le plus puissant de nos transformations et de nos avancées. Mm. Et c'est pour ça qu'actuellement, mes démarches principales sont orientées en direction des coachs, parce Justement, qu'ils ont j'allais y vu. venir, c'était ma question. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venue l'idée? Est-ce que Ben, concrètement? en fait, en parlant avec des coachs qui ont vraiment une expertise merveilleuse, enfin, vous êtes vraiment des milliers à avoir une très très belle expertise et puis une motivation altruiste, même si vous gagnez pas mal d'argent, mais vous avez une belle motivation pour aider les autres et vous avez des outils extraordinaires et, et beaucoup, enfin, commencent à me demander des conseils comme tu le fais parce que en fait, vous avez déjà le sentiment qu'il manque Mm. un petit outil ou un petit ingrédient. Alors parfois, il y a l'hypnose que vous Ouais. utilisez, Mm. ou la PNL, où il y a des choses qui s'en rapprochent, mais il y a comme un petit catalyseur qui manque. Et en fait, la pleine conscience et des outils complémentaires sont vraiment un catalyseur puissant qui peuvent prédisposer la personne à être efficace dans les accompagnements avec un coach. Parce que c'est exigeant, les transformations. Et souvent, quand on travaille avec un coach, c'est exigeant et ça demande des transformations assez rapides. Exactement. Souvent, les processus sont rapides. Mm. Donc, si on veut que ça se passe, ben, la méditation, c'est vraiment un outil qui peut vraiment aider. Extraordinaire. Ouais, tout à fait. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'appelle ça la zone du point zéro. C'est-à-dire que quand on arrive avec une séance de méditation qui dure 15 minutes, 20 minutes, mais quand on arrive à se mettre comme un peu en suspens, en roue libre ou au repos, il y a beaucoup plus de clarté. Et là, les solutions ou les décisions ne vont pas arriver du Mm. mental, mais vont arriver comme d'elles-mêmes. Ouais. Et vos outils de coaching sont là, à mon avis, pour cueillir les gens à ce moment-là, pour les aider à Ouais, tricoter la suite. tout à fait. Mais une Euh, personne qui est totalement bloquée, qui n'arrive pas à aller chercher, à aller puiser au fond d'elle ce qu'elle a, si, voilà, si elle est bloquée, on n'a pas obligatoirement tous les outils nécessaires. Et moi, je le vois, je ouais. propose des méditations aussi dans mes accompagnements. Mais certaines personnes sont totalement hermétiques à ça et vont même pas écouter les méditations qu'il y a, que je mets à disposition. Est-ce que toi, tu penses que c'est à la portée de tout le monde de méditer, que n'importe qui peut le faire? Non, mais parce qu'il faut être courageux pour aller au-delà de ce qu'on est en train de se dire au sujet de la méditation. Exactement. Parce Croyance que limitante, autrement. c'est même des sensations. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas facile de s'asseoir, de se Mm. trouver face à soi-même, avec ce qu'on est et à l'accepter. Voilà. Donc il faut
au moins être courageux et puis ambitieux pour soi-même. C'est le moment d'être hyper égotique, c'est-à-dire, OK, je veux mon bien, donc je vais peut-être pas écouter ce que me dit mon ego Mm. et je vais essayer de m'en remettre à des voix ou à des gens qui ont vraiment des trésors à transmettre. Mm. Moi, si j'avais écouté mes peurs, je ne serais jamais rentré en retraite pendant une année. Oui, bien sûr, spontanément. Voilà. Ouais, Je me je suis- vois très bien ce que tu veux dire. Si j'avais écouté mes peurs, j'y serais pas allé parce que je me souviens, pour annoncer la chose à mon frère, je suis allé peut-être une dizaine de fois chez lui avec l'idée de lui annoncer. À chaque fois, j'avais un rouleau compresseur physique sur les épaules et je lui ai annoncé qu'à la dernière minute. Mais si dans le même temps, j'avais eu, enfin, je ne m'étais pas autorisé d'aller en retraite alors que ça me faisait peur, je n'aurais pas récolté tout ce que j'ai récolté. Donc parfois, il faut un peu se mettre un coup de pied aux fesses. Ouais, ça, ouais, Curieux, être curieux, curieux. tout à fait, ouais. Ouais. Avant que tu nous dises le mot de la fin selon toi, Arnaud, si les gens ont envie d'en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Tu as un blog, les réseaux sociaux, où est-ce que tu es le plus présent? En fait, j'ai un blog qui s'appelle Terre de repos, au pluriel. Je te D'accord. donnerai, enfin, tu as le Mhm. lien, mais on Ouais. pourra l'indiquer. Terre de repos, j'ai une page Facebook du même nom Mhm. et j'ai une page Facebook personnelle, donc Arnaud Perdry. Donc, mon nom de lama, c'est Getsche, donc je suis lama Getsche. Parfois, on m'appelle Arnaud Getsche, Oui, donc je n'ai pas de page sous ce nom-là. Mais voilà, d'accord. Facebook, au nom d'Arnaud Perdry et la page Terre de repos. Getcho, ça veut dire quelque chose ou... Getsche, c'est une abréviation de mon nom complet tibétain qui est Karma Gelek Chepel, qui signifie l'excellente vertu de développer les enseignements du Bouddha. Voilà. Joli. C'est un petit nom comme chez les Sioux. Voilà. Ouais. Pour finir, quel serait le mot de la fin que tu as envie de partager, Arnaud? Euh, on a tous des potentiels qui sont vraiment bien plus vastes que ce qu'on peut imaginer. Mais temporairement, on a pas mal de petites choses qui se racontent là-haut ou dans nos tripes. Mm. Mais ça, voilà, c'est changeant, ça se transforme, ça se pacifie, parfois ça s'exacerbe. Mais tout ça, voilà, c'est changeant et ce n'est pas des aspects de notre nature profonde. C'est des aspects relatifs et changeants qui évoluent avec le temps. Et on peut se reconnecter à ce qui est beaucoup plus profond et stable, créatif, euh, coloré et goûteux. Voilà. Donc Ça en fait, voudrait dire. je fais le souhait que cette année durera. Donc là, on commence l'année du Oui, rat. Je fais le souhait que cette année. Donc le rat, c'est un animal qu'on n'aime pas trop en Occident, mais en Asie, c'est oui. vraiment un protecteur et signe d'intelligence. Ah, oui. Ouais, ça, je l'avais déjà lu, c'est vrai. Ouais. Mm. Ouais. Donc je fais le souhait que cette nouvelle année tibétaine puisse vraiment permettre à chacun d'être curieux, d'aller explorer, d'aller chercher des voies, des outils, des approches qui leur seront bénéfiques. Parce qu'on le vaut tous. On a tous voilà, besoin et on a tous assez de bon karma, je vais dire, pour nous Ouais, intéresser à ça. La preuve, si vous regardez cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez toutes les clés en main pour récolter des trésors. tout à fait. Je suis entièrement d'accord. Moi, j'aime bien le résumer, enfin, plus ou moins, mais Oui, dire d'avoir confiance en soi, en ses projets et puis en la vie, avec un grand V, quelque chose de plus vaste. Et ça aide aussi à surmonter des peurs, à s'intéresser à plein de choses et puis à oser explorer, à être curieux et d'avancer ah oui. dans cette dynamique-là. Alors, dans ce sens-là, alors si je devais donner un conseil, en fait, hein, un Ouais. conseil, c'est chez les musulmans, ils disent qu'en fait, on a une part noire, une part blanche en nous, et Mmh. il vaut mieux nourrir la part blanche. Okay. Donc, si on veut tirer le meilleur de la vie et de nous-mêmes, il faut faire attention à tout ce qui rentre en nous
de noir, de négatif et qui nous impactent. Il y a des études scientifiques très nombreuses qui démontrent que les négativités à dose homéopathique quotidienne impactent notre système immunitaire, notre esprit, nos capacités. Donc, voilà, faites attention à ce que vous consultez, ce que vous regardez sur les médias, la télé. Ça peut paraître anodin, il y a bien des choses peuvent paraître anodines, mais ça nous impacte, ça impacte la société et le monde qu'on façonne finalement. Et on est à une époque qui finalement, on est à une époque où beaucoup de gens tirent les ficelles dans un sens qui n'est pas qui nous est pas bénéfique. Donc voilà. L'importance du coup de ce sur quoi on met le focus. Ah oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Écoute, merci beaucoup Arnaud. Merci Agathe. Donc je vais remettre tout sous cette vidéo. Vous aurez tous les liens pour retrouver Arnaud. Et encore merci pour ce beau partage. Et puis, belle nouvelle année Dura à toi. Merci à tous. Merci à toi Agathe. Bye bye. Bye bye.